Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine, dernier numéro de la saison. Merci d'être avec nous. Dans ce face-à-face, vous connaissez, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui a marqué le petit écran. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Emmanuelle Boidron. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes bien installé? Eh ben oui, très bien. Dans ce fauteuil blanc. Blanc avec un petit coussin rouge, là, j'adore le rouge, donc c'est parfait. C'était un signe, on a fait exprès. Vous savez tout. Eh bien, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes originaire d'Orléans. Oui. Et enfant, vous êtes déjà passionné par le monde artistique. C'est vrai que vous prenez des cours de piano, de danse. C'est d'ailleurs la comédie qui vous intéresse particulièrement. Mais à côté de votre scolarité, vous passez plusieurs castings. Alors, une dame un jour avait proposé à votre mère de vous inscrire avec votre frère dans une agence de photos pour enfants. Mais est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez comme ça des acteurs qui vous plaisaient, que vous aimiez regarder à la télévision? Pas vraiment, parce que j'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petite, donc j'avais pas ce rêve de devenir actrice, je savais même pas ce que c'était. Et c'est vrai que j'aimais les matières un peu artistiques comme la danse, le piano, mais c'était vraiment des activités comme pouvaient faire toutes mes copines. C'est vraiment venu de mes parents en fait, de ma maman qui a rencontré cette dame qui lui avait proposé. Voilà, qui nous trouvait mignon avec mon frère, qui a dit ah, bah, il serait mignon en photo pour des magazines, des choses comme ça. Et à l'époque, on habitait assez loin de Paris, donc ma mère avait dit qu'elle n'était pas intéressée. Et en arrivant en région parisienne, ça lui est revenu en tête et elle nous a proposé à mon frère et moi de s'inscrire dans une agence. Mais alors moi, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait, c'est-à-dire qu'elle aurait pu me dire on va faire de l'escrime, on allait faire de l'escrime. C'était vraiment la découverte. Et ça vous plaisait? Et ça m'a plu tout de suite, c'est ça Ouais. le truc, c'est que même le premier casting, ça y est, j'ai été piquée au virus. Le virus de l'écran. Oui, et puis le virus de jouer, finalement, de s'amuser en jouant et d'être quelqu'un d'autre, d'être dans un monde d'adultes aussi. Tout ça faisait que c'était très attirant. Et puis ça se passait à Paris. Moi, j'habitais pas Paris, je rêvais d'y habiter. Peut-être parce que aussi j'avais la possibilité de faire ce métier sur Paris. Donc voilà, tout ça faisait que c'était ma petite cerise sur le gâteau quand j'allais à l'école et que j'avais l'âge de 9-10 ans. Emmanuelle Boidron, aujourd'hui on vous retrouve toujours en librairie, ça fait un petit moment qu'il est sorti, avec ce livre qui s'appelle « Un père pas comme les autres ». Vous parlez évidemment de Roger Hanin, avec qui vous avez tourné dès l'âge de 10 ans d'ailleurs, puisque vous êtes pris au casting de la série incarnée par l'acteur. Pendant 20 ans, vous avez joué le rôle de Yolande, la fille du célèbre commissaire. Yolande. Vous n'aimiez pas d'ailleurs ce nom au J'ai eu départ. du mal. Hein. Vous aviez même, dans le livre, vous racontez que vous aviez demandé à changer de nom au départ. Oui, le premier jour, en arrivant sur le tournage, je leur dis mais quand même, Yolande, c'est pas un prénom de fille de 10 ans, c'est pas possible, on peut pas changer. Et là, veto total. L'auteur avait bien pris soin de choisir ses prénoms et il cherchait un prénom désuet. C'était bien désuet, donc c'était voulu. Je vais vous montrer tout de suite une première vidéo, Emmanuelle Boidron, un extrait du deuxième épisode de la saison 1, Un rouleau ne fait pas le printemps. On est en 1989 et évidemment, ça marque vos débuts dans la série. Yolande, assieds-toi. Donc et toi, vous allez rester ici un moment. Puis il faudra être très gentil avec lui parce que sa maman est partie. Comme maman? Non, pas tout à fait. Elle est morte, la sienne? Non, mais elle est malade. Il le sait? Ben non, justement. Je m'en occupe. Je connais tous les mensonges qu'on dit aux enfants pour qu'ils n'aient pas de chagrin. Tu sais ça, toi. Ah là, ben, je crois que je l'avais jamais vu, hein, parce que j'ai pas vu tous les épisodes et celui-là, il date. Hein. Vous avez le souvenir d'ailleurs de votre première rencontre avec Roger Hanin. Dans votre livre, vous écrivez « Je n'étais pas habitué à ton gabarit. Je me souviens d'avoir levé la tête quand tu es arrivé. Dieu qu'il était immense, ce monsieur. » C'est vrai que dans le regard de la petite fille que vous étiez, est-ce qu'au départ, l'acteur vous impressionnait plus que les caméras? Alors l'acteur, je le connaissais pas parce que j'avais vu aucun de ses films, je savais pas qui il était, donc c'est vraiment l'homme, le gabarit qui m'a impressionné parce que
Moi, mon père, il était plutôt taille moyenne, genre 1m78. Et Roger, oui, il était grand, j'avais que 10 ans, donc j'étais encore plus petite. 1m90, hein, c'est ça? Ah oui, c'était quand même un beau morceau, hein. C'est vrai que pour une petite fille, c'est impressionnant. Mais en même temps, cette grande taille, il en jouait pas. Il avait plus, enfin, il s'en servait plus comme d'un côté protecteur, à me prendre sur ses genoux, à me prendre sous son bras. Donc c'est vite devenu quelqu'un finalement d'attachant et pas menaçant. C'est vrai que petit à petit et au fil des années, vous êtes devenu un visage bien connu des téléspectateurs de TF1. Vous dites d'ailleurs, au fil des épisodes et plus de 20 années de complicité, Roger est devenu un grand frère, un confident, un mentor. Quelle serait l'anecdote qui résumerait le mieux cette complicité? L'anecdote, il y en a tellement. Voilà, c'est chaque prise, chaque scène, on les travaillait ensemble dans nos loges. Et ces petits moments-là, je les aimais bien parce que pendant que la technique préparait les lumières, etc., on avait pas mal de temps, puisqu'à l'époque, on tournait en film, donc ça prenait beaucoup de temps. Et en plus, on avait pris beaucoup de temps parce que comme j'étais la seule enfant de la série, on sait que souvent, c'est plus long. Donc pendant ces moments-là, avec Roger, on se retrouvait très souvent dans sa loge et on faisait notre sauce avec les scènes écrites, parfois de sa main, et puis on improvisait, on trouvait des petites choses. Voilà, je vois sur cette scène que j'ai vue tout à l'heure, il y a des choses qu'on avait rajoutées, je m'en souviens encore, et puis il aimait bien mettre ses mains sur mon visage, donc voilà, on créait un peu notre complicité dans ces moments-là, en loge, tous les deux, et ça, c'est des moments que j'oublierai jamais. Alors c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de vos débuts et de votre parcours dans Navarro, mais au départ, vous avez aussi joué le rôle de Lola dans la série pour enfants Les Compagnons de l'aventure Lola et les Sardines. C'était diffusé pendant l'émission, d'ailleurs le club Dorothée, créé par Pascal Brognaud. Elle mettait en scène des enfants en vacances. Quel souvenir gardez-vous de cette série? Génial, parce qu'effectivement... C'était des vraies vacances? C'était des vraies vacances. En fait, moi, plutôt que de partir en vacances avec mes parents, je partais, c'était dans l'Essonne, tourner dans une grande maison qui s'appelait Kerjak. Et puis, on se retrouvait, on était quand même 4 ou 5 enfants. Et moi, c'était mes meilleures vacances. Alors, c'est vrai qu'on tournait toute la journée, mais le soir, on restait dans la maison, on avait chacun nos chambres, on était chouchoutés. Et puis finalement, c'était des histoires d'aventure. On croisait des policiers, on poursuivait des je sais plus quoi. Enfin, c'était plutôt amusant, à part apprendre son texte, ça allait très vite. C'était des vraies vacances. Et c'est vrai que dans une interview à la parisiennelife.com, quand on vous dit vous avez grandi sous les yeux des téléspectateurs, un peu comme les chanteuses Elsa et Vanessa Paradis, vous dites qu'elles étaient des stars, que vous, à côté de ça, vous avez suivi une scolarité à peu près normale en province, avec des parents qui n'étaient pas dans le milieu artistique. Ça a été une force pour vous? Je pense, parce que j'ai jamais... D'abord, c'est venu petit à petit, la notoriété, parce que Navarro a commencé assez fort dès les premières diffusions, mais c'était plus regardé par les adultes, moins par les enfants. Donc moi, dans mon milieu d'école, c'était assez peu, finalement, vu par mes copains. Et puis j'avais un ancrage bien... ouais, on était en dehors de Paris, on vivait à la campagne, mes parents n'étaient pas du milieu, donc... en dehors des tournages, on n'en parlait quasiment jamais. Peut-être plus dans Lola et les Sardines, on vous voyait alors plus après, à ce moment-là? Oui, un peu plus. Ouais, mes copains voyaient ça dans le club Dorothée, mais je sais pas, j'étais en dehors de tout ça, j'en parlais pas moi. Donc si on me posait des questions, j'y répondais, et du coup, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Bizarrement. Même vos professeurs, vous en parlez pas? Ah, je vous ai vu dans Navarro. Un petit peu, mais c'était Ouais. rare parce que je pense qu'il fallait pas montrer qu'il y ait du favoritisme. Donc voilà, c'était plutôt passé à l'as. Mais j'ai souvenir d'une anecdote assez marrante parce que j'étais partie tourner La Baule les Pins, un film de Diane Curis avec plein de super acteurs. Charbéry, Nathalie Baye, Bakri, Zabou, enfin c'était chouette. Et j'avais raté ma rentrée en 6e. Et le directeur de l'établissement avait dit aux élèves de ma classe que j'allais intégrer, ma 6e B, qu'il y avait une des élèves qui arriverait un peu plus tard parce qu'elle faisait du cinéma. Et 3 mois plus tard, quand je suis enfin retournée à l'école, etc., et que j'ai retrouvé mes copines, et découvert de nouvelles copines surtout, il y en avait une qui m'a dit « Mais moi, je croyais que tu faisais en fait du cinéma pour pas venir à l'école. » Genre, tu faisais ton cinéma, quoi. Voilà, on en était là. Donc vraiment, c'était loin du monde où je vivais. Et finalement, je pense que ouais, c'était sympa parce que ça m'a servi à garder les pieds sur terre. Roger y veillait aussi, mais ça aidait. Il vous a beaucoup conseillé d'ailleurs sur ce côté école et apprentissage.
Oui, c'est moins. Enfin, il se renseignait beaucoup sur mes résultats scolaires parce qu'en plus, les tournages dépendent des résultats scolaires pour les mineurs. Mais c'est surtout humainement curieux, enfin, avoir une curiosité, s'intéresser à plein de Ce choses. côté père. Voilà, il me parlait de Fred Astaire. Moi, j'avais 10 ans, je disais c'est qui Fred Astaire? Alors, il m'expliquait. Alors, je raconte après des réalisateurs, enfin, des vieux films que je n'avais jamais vus. Donc, il a fait un peu toute ma culture, ouais, artistique et puis générale finalement. Il fallait être bien attentif d'ailleurs. Parfois, il vous prenait de court en disant qui est un tel. Il fallait s'en rappeler. C'est pour vérifier, parce qu'il était très à cheval sur l'écoute, notamment pour le travail de comédien. Mais il le vérifiait aussi quand il me racontait des trucs. Parfois, il me disait mais t'as écouté là ce que j'ai dit? Je dis oui. Il fallait que je répète. S'il avait senti que j'avais mal écouté, je répétais. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs s'en souviennent. Mais en 2000, vous avez fait partie du jury de l'élection de Miss France, diffusée sur TF1. Avec Sonia Rolland qui a été élue Exactement. Miss Bourgogne. Et à vos côtés, on avait notamment l'acteur Mousse Diouf ou encore l'ex-Miss France 1975 qui s'appelle Sophie Perrin. C'est la deuxième vidéo que je vais vous montrer tout de suite, Emmanuel Boidron, au moment de cette présentation de jury par Jean-Pierre Foucault. Julie Lescaut nous a délégué l'un de ses plus fidèles lieutenants, c'est Mousse Diouf. Ça va? Alors, quelqu'un qui est... Et puis, la fille de Roger Hanin, en tout cas à la télévision, la fille de Navarro, Emmanuel Boidron, bonsoir. Qui a arrêté ses études, mais enfin la licence est là, donc on n'en dit pas davantage. Ah, c'est drôle, j'avais jamais vu non plus cette image. Est-ce que d'une manière générale, le monde féerique vous fait rêver? Je suis curieuse. Après, ça me fait pas forcément... le monde du cinéma me fait rêver. Le monde de la télé, oui, me fait rêver quand même. Après, sur le star system, ça me fait pas forcément rêver. J'aime le côté un peu labeur plus que paillettes. Être invité dans ce genre d'événement pour être jury, ça vous plaît d'une manière générale? Oui, beaucoup, c'était sympathique. Et puis ma fille, je me souviens qu'elle en était dingue. Enfin, ou quand je lui racontais, parce que aujourd'hui c'est une émission qu'elle suit tous les ans, elle invite toutes les copines, il y a la soirée Miss France à la maison. Et donc je lui ai raconté que j'avais fait partie un jour du jury. Puis en plus j'étais à fond pour Sonia Rolland, je m'étais dit Miss 2000, il faut que ce soit une femme de couleur et tout. Donc ouais, c'est des choses que j'aime bien. Puis comme je suis curieuse, j'aime bien participer à des émissions qui touchent à des domaines qui ne me font pas forcément réserver. Et qui en plus font des millions de téléspectateurs. Oui, en plus. Ouais. Notamment à l'époque. Et puis rencontrer d'autres gens. Mousse Diouf, c'est vrai qu'on se croisait peu souvent et j'étais contente de l'avoir rencontré. Il y avait aussi un rugbyman, je sais plus. Enfin, c'est sympa de rencontrer des gens d'autres séries, d'autres horizons. Et en 2008, alors vous avez été réunis dans une comédie qui s'appelait Bébé à bord sur TF1 avec entre autres une autre enfant de commissaire, et oui, puisque vous étiez aux côtés de Jennifer Loré qui incarnait pendant de nombreuses années le rôle de Sarah dans Julie Lescaut. Et d'ailleurs, toutes les deux, alors, vous avez interprété le rôle de deux sœurs à caractère complètement différent et que la vie a complètement opposé. C'est vrai que jouer avec Jennifer Loré, c'était assez drôle quand même, c'était un beau symbole. C'était génial, c'était voulu, on s'était dit, enfin la productrice s'était dit mais c'est génial, on va réunir les deux filles flics de TF1 et puis on avait sympathisé, on s'entendait plutôt pas mal et puis de jouer deux sœurs, c'était chouette et on s'était croisés je crois sur une ou deux émissions justement comme ça, mais on s'était dit tiens ce serait sympa de tourner ensemble et donc ça a été écrit pour nous, vraiment avec une histoire qui nous parlait à toutes les deux, on a un peu créé nos personnages chacune, à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on échange de rôle du coup ou pas, et puis finalement on était restés comme ça. Est-ce que ça me correspond mieux? Voilà, mais ouais c'est un beau souvenir, c'est un très beau tournage, j'ai adoré faire ce film et puis avec Jennifer c'était une belle aventure, on avait fait des photos ensemble, j'étais allée chez elle à Bordeaux et tout, ouais c'est un bon moment. Vous avez joué aussi dans quelques pièces de théâtre. Alors à 12 ans dans La Leçon d'Eugène Lolesco, quelques années plus tard dans le Tartuffe de Molière, où vous avez joué le rôle de Marianne. Mais pendant 6 ans, vous avez été à l'affiche de la pièce Les monologues du vagin, traduite en 46 langues et interprétée dans plus de 130 pays. Comment, déjà, expliquez-vous le succès de cette pièce dont le féminisme est vraiment le pilier?
C'est une pièce extraordinaire dont on ne se lasse pas. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de fidèle, j'ai fait 20 ans de Navarro, 6 ans de monologue du vagin, j'aime bien m'investir à fond sur une aventure. C'est un texte qui est extrêmement riche, qui est universel, qui parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes, qui est d'une vérité absolue, qui passe par toutes les émotions, c'est des vagues, c'est drôle, c'est cru, c'est violent, c'est dur et on rit 2 secondes après. Enfin, voilà, c'est vraiment une vague féminine qui est merveilleuse. Et puis, c'était l'occasion aussi de rencontrer plein de comédiennes, parce qu'on est une centaine à l'avoir joué quand même, en France en tout cas. Et voilà, c'était une famille de femmes. Il n'y a jamais eu de problème d'ego, parce qu'on dit souvent que des comédiennes ensemble, ça peut être électrique. Ça ne l'était jamais. Enfin, c'était une aventure absolument délicieuse. Et en plus, au théâtre, c'est vrai qu'au théâtre, j'ai eu que des aventures merveilleuses, parce que la leçon d'UNESCO avec Roger, c'est là que je me suis dit, je veux faire ce métier. J'avais 12 ans, ça a été mes premiers pas sur scène, un souvenir merveilleux. Ensuite, Tartuffe, première tournée, j'ai rencontré mon mari. Ensuite, les monologues du vagin, ça a été ma transition vers la femme que je suis aujourd'hui. Ça m'a apporté beaucoup. Et puis c'est un texte que j'aimais jouer, laisser reposer, y revenir avec d'autres expériences, d'autres comédiennes. Ah ouais, ça a été, les monologues du vagin, ça restera ancré en moi. Vous participez au collectif La Voix des femmes à travers l'association Unissons nos voix. D'ailleurs, le but, c'est d'énoncer évidemment les violences faites aux femmes. Vous avez participé aux différents singles aussi de l'association qui réunit une 60aine de personnalités. Vous pouvez nous en dire plus ? Après l'arrêt des monologues du vagin, justement, c'était une façon pour moi aussi de continuer mon engagement pour les femmes. Et puis j'ai rencontré Sarah Cadour, qui est donc qui gère cette association, et puis qui m'a parlé de ce single qu'elle comptait créer tous les ans. La première année, c'était No Woman No Cry, la reprise de Bob Marley. Et puis ensuite, il y a eu des créations chaque année. Et puis à chaque fois, elle écrit un texte qui est génial, une mélodie absolument superbe. Et puis elle réunit toutes ces femmes. Alors des femmes politiques, des femmes comédiennes, des femmes chanteuses. Moi, je ne suis pas chanteuse au départ, donc j'avais un peu l'angoisse de me dire, mon Dieu, quand je vais me retrouver face au micro, qu'est-ce que ça va donner? Et puis c'était pas mal, j'ai écouté. Ouais, franchement, le résultat final est toujours bien, parce qu'elle sait bien arranger les choses aussi, je pense, enfin en tout cas avec moi. Mais non, vous chantez bien, tout court. Mais en plus, c'est sympa de chanter. C'est comme Evan Slater dans Les monologues du vagin qui disait que ça fait du bien de danser, de se libérer, d'agir avec son corps. Et là, c'est agréable aussi d'agir avec sa voix, de chanter tout simplement, de se libérer à ce niveau-là. Et c'est toujours un bon moment de faire cet enregistrement avec cette Sarah qui est absolument merveilleuse. Alors dernièrement, vous avez joué dans le film Vive la crise. Oui. De Jean-François Davy. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui se passe en mai 2025 où Rémi Fassola devient le 9e président de la 5e République. Et dans ce contexte, plusieurs personnages vont se croiser, former une troupe. D'ailleurs, vous avez été aux côtés de Jean-Marie Bigard, oui. Lola Bigard, de Jean-Claude Dreyfus, un beau casting. Rufus, Dominique Pinon, enfin un casting de rêve. Qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu pendant ce tournage? C'était une nouvelle aventure qui s'ouvrait à vous. Alors c'est vrai que le scénar était sympathique parce que c'était une projection semi-futuriste, un peu comme Soumission de Houellebecq, où on se projette quelques années plus tard et où on voit Marine Le Pen au pouvoir, et ça peut générer plein d'histoires incroyables. Et puis surtout, c'est un film choral. J'aime beaucoup les films justement où il y a pas mal de personnages, où on partage l'affiche à beaucoup. J'avais un duo en particulier avec Rufus parce qu'on a eu énormément de scènes ensemble et ça a été une rencontre géniale. Un acteur d'abord que j'adorais, que je connaissais bien évidemment, et puis qui a été... Et alors c'est drôle parce que j'ai une anecdote sur Rufus, fabuleuse, j'en ai deux même. Je vais faire vite. Hein. Non, la première, c'est qu'un jour, il m'appelle et puis il me dit, mais écoute, on n'avait pas encore tourné ensemble, mais on avait fait une lecture avec tout le monde. Et puis il me dit, j'ai lu ton livre qu'on m'a envoyé, et puis voilà, j'ai eu un coup de cœur, vraiment, j'ai appris plein de choses. Il avait été très touché, il l'avait lu toute la nuit, enfin, il n'avait pas pu s'arrêter, j'avais été super contente, enfin que lui me dise ça en plus. Et puis on n'a jamais su qui lui avait envoyé ce livre. Ah. Vraiment, c'est resté un mystère total jusqu'à il y a encore quelques jours. Ce n'était même pas votre maison d'édition qui avait pu... Mais non, je n'ai jamais su qui lui avait envoyé mon livre. Eh bien, c'était moi. Non, le mystère est dévoilé. Voilà, enfin, un mystère de dévoilé. Et le deuxième que j'adore, mais ça concerne que Rufus, c'est qu'il m'a raconté cette histoire merveilleuse, qu'à une des projections du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on lui avait offert un nain de jardin comme il l'a dans le film.
et que donc il l'avait mis dans son jardin. Et que dans son jardin, un jour, son nain avait disparu, comme dans le film. Et que depuis, tous les mois ou tous les 6 mois, peu importe, il reçoit des cartes postales de son vrai nain à lui, le nain de Rufus, qui voyage comme dans le film Amélie Poulain. C'est pas beau ça? C'est vrai? J'adore cette histoire. Ah oui, c'est incroyable. Et aujourd'hui, dans le film. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est au théâtre toujours que vous vous épanouissez dans la pièce Bonjour Ivresse de Franck Lehen. Alors c'est vrai que c'est l'histoire de Benoît qui retrouve dans son coffre à jouer une liste de choses qu'il aurait aimé faire avant ses 30 ans. Mais il y a un petit souci, Emmanuel Boidron, c'est qu'il va avoir 30 ans là tout de suite et donc du coup, il faut se dépêcher. En tout cas, ça va être tout l'été à Paris. Hein, vous pouvez aller voir Emmanuel Boidron sur scène entouré de toute cette belle troupe. Est-ce que c'est une pièce qui vous correspond totalement ? Qui me correspond totalement, je sais pas, non, parce que c'est mon personnage, j'espère pas qu'il me correspond totalement. C'est une fille très coincée, très un peu cucul à praline, vraiment petite fille, mais bien serrée. Et puis évidemment, la soirée avançant, l'alcool aidant, parce que justement il y a des révélations qui se font et elle pète un peu les plombs. Et là, elle devient complètement. C'est très drôle. C'est très drôle à jouer. C'est très drôle. En général, on se marre bien, le public aussi, et puis c'est un bon moment. C'est libérateur aussi, cette pièce, ça fait du bien, et c'est un revival des années 80, on est une belle équipe, on se marre bien, franchement c'est un cadeau aussi, et ça fait maintenant 2 ans, donc comme partout, en général, quand je me mets dans une aventure, c'est pour un moment, c'est pas encore la fin. Et c'est une pièce qui a 7 ans. Hein. Elle a 7 ans, alors moi j'y suis pas depuis 7 ans, mais ça fait bien 2 ans maintenant, presque, et ouais, elle a été créée il y a 7 ans. Donc voilà, si vous voulez venir voir Emmanuel Boidron sur scène, et ben, tout l'été, au Donou. Voilà, au théâtre Donou. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Oui. Vous êtes d'accord? Bah, bien sûr. Si vous étiez un grain de sable, sur quelle plage aimeriez-vous être? Aux Seychelles. Ah, c'est pas mal ça, Ah, ouais. Bonne destination. Roger m'y a emmené et c'était les plus belles plages de rêve que j'ai jamais vues. Puis ça a un côté sauvage encore. C'est pas comme l'île Maurice par exemple où il y a quand même beaucoup d'hôtels. Et là, il y a encore des endroits cachés dans les arbres. Ils ont pas dénaturé la nature. Êtes-vous plutôt patiente ou impatiente? Impatiente. C'est vrai? Oui, je déteste attendre. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis à l'heure à mes rendez-vous, parce qu'un jour j'ai raté un avion et depuis je suis un métronome. C'était Palia Roger Hanin d'ailleurs, qui vous en a voulu pendant 2 jours. Il ne vous parlait pas, vous le racontez dans votre livre. Il m'a fait un foin pas possible, il m'a fait la gueule pendant 2 jours. Ça a été un cauchemar. Et puis c'est vrai que lui aussi était très impatient. Il supportait pas les retards, donc j'ai appris avec lui à devenir impatiente et à l'heure. Voilà. Quel est pour vous le plus beau compliment? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire? Oui. Que j'ai 2 beaux enfants. Ah. Quel est le prénom qui vous vient à l'esprit là maintenant? Je sais pas, Leia. Leia? Leia, c'est ma fille. Et puis c'est la princesse Leia de Star Wars. Ah, c'est vrai. Le rêve que vous souhaiteriez accomplir l'année prochaine? Un road trip autour des États-Unis avec mes enfants et mon chéri. C'est en prévision? C'est en prévision pour mes 40 ans et les 18 ans de ma fille, voilà. Emmanuel Boidron, maintenant je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. Oui. Pour regarder tous ces téléspectateurs dans les yeux. C'est aussi une partie du public qui vous soutient depuis tant d'années. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce public? Eh bien, un de mes mots préférés, et le mot préféré que Roger m'a souvent soulevé, c'est merci, tout simplement. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de venir voir mes pièces, lire les livres, merci d'aller toujours au spectacle, merci de sortir encore dans les terrasses, de voir des beaux films, des beaux spectacles. Voilà. Merci, c'est un joli mot. C'est vrai, comme on le disait, vous avez marqué une génération. On vous reconnaît encore dans la rue, on se dit « Ah, vous êtes la fille de Navarro ». Ça arrive. Souvent, comme j'ai grandi quand même, donc souvent les gens me regardaient un peu bizarrement en me disant « Mais vous êtes une copine de ma fille, je vous connais, mais pas forcément bien précisément, mais oui, ça m'arrive encore quand même un petit peu. » Je rappelle qu'on vous retrouve avec ce très beau livre. Je l'ai lu 2 fois. Donc achetez-le. Moi, je l'ai lu 25 000 fois, j'en peux plus.
Emmanuel Boidron, un père pas comme les autres, et c'est aux éditions Archipel. Archipel. Merci beaucoup, Merci Emmanuel à vous. Boidron, d'avoir été avec nous pour ce dernier numéro de la saison. Je suis contente de finir l'année. Ah oui, c'est vrai, en beauté. C'est un honneur. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pendant tous ces mois. C'était un réel plaisir. J'espère que tous ces portraits vous ont plu. Mais on revient la saison prochaine. Prenez soin de vous et bel été.